Bonjour à tous et bonjour professeur Aleni. On est très ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous pour parler de la chirurgie vasculaire du sportif, de votre article spécifiquement qui est disponible sur l'EMC. Bonjour à vous et est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots pour commencer? Oui, bonjour. Donc, je suis le professeur Ilalimi. Je suis chirurgien vasculaire à l'hôpital Nord de Marseille. Et donc, je travaille depuis des années sur la pathologie vasculaire du sportif avec une consultation hebdomadaire qui est pratiquement dévolue à ça depuis de nombreuses années. Et donc, il y a un certain nombre de pathologies qu'on a authentifiées qui touchent essentiellement le sujet sportif, soit professionnel, soit amateur très investi. Et ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Et donc, avec un certain nombre d'anomalies vasculaires et avec un retentissement souvent musculaire ou des tissus mous qui sont susceptibles d'apparaître et qu'il faut savoir diagnostiquer et traiter. Très bien, donc vous êtes là aujourd'hui pour nous parler justement de votre article disponible dans le MC. Et pour commencer peut-être d'attaquer le sujet directement, est-ce que vous pouvez définir l'endofibrose artérielle et comment est-elle diagnostiquée? Alors, l'endofibrose, c'est une pathologie qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, disons 25 ans environ, et qui touche essentiellement, initialement, les cyclistes de haut niveau, hein, et en particulier les personnes qui ont un entraînement très, très soutenu, puisqu'on dit qu'il faut environ avoir réalisé 120 000 kilomètres de vélo pour pouvoir apparaître cette pathologie, et donc en particulier ceux qui font plus de 10-15 000 kilomètres par an. Donc, ce sont vraiment des gens qui sont très, très investis professionnels, mais aussi des amateurs très, très, très entraînés. Et donc, cette pathologie, elle va se traduire par des douleurs, en particulier d'une cuisse, souvent la cuisse gauche, qui va apparaître d'abord pour des efforts intenses, en particulier lors des montées ou lorsque le cycliste se met en danseuse pour faire passer des pics. Et puis, mais cette douleur va l'obliger à réduire sa vitesse, voire s'arrêter. Et donc, il va perdre des courses. C'est très délicat pour eux, puisque ce sont des gens qui en vivent ou qui attachent beaucoup d'importance à la compétition. Mais cette pathologie peut intervenir parfois de façon plus grave, pour aller jusqu'à un tableau d'ischémie aiguë, menaçant la viabilité de la jambe. C'est rare, mais c'est des cas de figure qui ont été décrits. Donc en fait, c'est une sorte, je pourrais éventuellement montrer quelques images sur l'article. Donc en fait, la pathologie donc vous voyez ici, c'est touche essentiellement l'artère iliaque et en particulier l'artère iliaque externe. Et on évoque différentes explications, même si aucune ne fait vraiment règle. On considère que pour un certain nombre de cas, il y a un excès de longueur, comme vous voyez ici sur ce schéma, qui pourrait entraîner après des milliers, voire des millions de cycles, un épaississement de la paroi interne de l'artère, ou alors, chez certains sujets, on le retrouve pas tout le temps, une artère du psoas qui normalement est inexistante, puisque l'artère iliaque est complètement externe et complètement libre dans le bassin. Parfois, elle est amarrée anormalement à l'artère iliaque, au psoas par une artère du psoas. Et à ce moment-là, ça peut éventuellement avoir un effet de traction sur l'artère inhabituelle, ce qui peut entraîner une endofibrose. Alors, vous voyez ici une vue péropératoire où on voit l'artère iliaque externe et cette artère du psoas qui est qui est inhabituelle, mais qui là existe bien et qui amarre l'artère alors que normalement elle est libre. Et vous voyez cet épaississement de l'intima qu'on voit ici, hein, à l'intérieur de l'artère. Alors cet épaississement, il est fait de collagène, il est fait de cellules musculaires qui va progressivement donc se développer à l'intérieur de l'artère et réduire la lumière de l'artère, c'est-à-dire que là où le sang circule, pour entraîner ce qu'on appelle une sténose, c'est-à-dire un rétrécissement à l'intérieur de l'artère, jusqu'à aboutir parfois à un tableau d'occlusion complète. Alors, quand le rétrécissement intervient, eh ben, les flux diminuent et donc l'effort fait par la chambre correspondante ne peut plus être aussi important si elle n'est plus alimentée avec un débit suffisant. C'est ce qui entraîne ce tableau d'endofibrose. Voilà. Donc, on peut vous montrer éventuellement des images plus précises
Vous voyez ici cet épaississement intimal. Vous voyez ici, si vous voyez ma souris, la partie qui circule et ce gros épaississement qui s'est fait dans la lumière artérielle avec cette image de tissu, d'accumulation de tissu sous-endothélial qui est assez évident. Et vous voyez ici, à l'écho-Doppler, cet excès de longueur de l'artère et on voit bien que l'artère ici est rétrécie. Alors sur le scanner, c'est en général assez peu visible. Et donc, la caractéristique de cette maladie, c'est qu'elle doit être diagnostiquée à l'effort. Au repos, en général, on voit très peu de choses. Vous voyez ici, on voit un simple pincement de l'artère iliaque externe ici. Voilà son calibre normal, voilà son calibre anormal, mais parfois on ne voit rien du tout au repos. Et il faut absolument faire pédaler ces gens et ensuite prendre les pressions immédiatement après l'effort. Et là, on voit que la pression entre les deux membres inférieurs s'effondre des malades, ce qui permet de faire le diagnostic. Au repos, tout est normal, les pouls à l'examen clinique sont normaux et l'écho-Doppler est normal. Donc c'est souvent des gens qui errent parfois avec des spécialistes qui ne font pas le diagnostic parce qu'il n'y a pas d'examen fait à l'effort avant de pouvoir avoir un diagnostic et un traitement. Justement, donc, vous parlez d'efforts et ça nous fait une très belle transition avec la question suivante. Et, quel lien faites-vous donc justement avec le sport et vous parlez de cyclistes, peut-être est-ce que c'est les groupes de sportifs qui sont les plus touchés par cette pathologie? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Et puis pour finir, peut-être quels conseils vous pouvez donner à ces sportifs? Alors, je vous ai dit, donc, ce sont des sportifs de fond, hein, ce sont des gens qui font des activités sportives extrêmement soutenues et très fréquentes dans la semaine avec des sorties de plus de 100 ou de 150 km en vélo. Mais on s'est rendu compte dans les séries publiées que ça peut toucher aussi un certain nombre de coureurs de fond, ça peut toucher d'autres types de sportifs, des boxeurs, des footballeurs. Donc, en fait, on se rend compte que c'est une pathologie qui n'est pas spécifique aux cyclistes, même si souvent, c'est une majorité de cyclistes qui sont touchés. Alors en fait, on ne sait pas l'origine de cette maladie, et donc j'ai évoqué un certain nombre de situations, mais aucune n'est franchement causale de façon évidente. Donc en fait, on donne quelques conseils aux cyclistes en lui demandant d'être moins courbé sur son vélo, en remontant un peu le guidon et en rapprochant un peu la selle de manière à avoir une tenue un peu plus haute et une flexion moins importante du bassin. On conseille aussi de pédaler plutôt en poussant et pas en remontant la pédale. Ce sont des petits conseils qui ont une valeur limitée. Il faut surtout ne pas aller au-delà de la douleur parce que là, on risque la rupture musculaire. Donc, quand la douleur survient à l'effort, il faut s'arrêter et consulter. Je vous ai mis là sur le côté l'image d'un patient qui avait, vous voyez, une artère iliaque là qui était sévèrement touchée avec développement de caillot et on voit un caillot qui est parti dans sa jambe à partir de l'artère iliaque. Donc un tableau beaucoup plus sévère. C'est des situations qui sont rares mais qui sont possibles. Donc cette maladie, il faut d'abord essayer d'en faire le diagnostic. Donc c'est à l'effort au début, une douleur de la cuisse le plus souvent, de la cuissarde pour les cyclistes, mais parfois de la cuisse pour le coureur, voire le mollet. Et ça empêche l'effort et ça bloque l'effort à son acmé. Et à ce moment-là, il faut s'arrêter et surtout, si ça récidive, consulter. À partir de là, soit on décide de réduire ses activités sportives et en général, il peut y avoir une stabilisation, voire une régression modérée des lésions. Mais si on poursuit l'activité sportive aussi élevée, il faut avoir recours à une intervention chirurgicale. Et en général, c'est une chirurgie ouverte qui va consister à ouvrir l'artère, à retirer cette couche d'endofibrose et à refermer l'artère en élargissant avec un segment de veine. Voilà, c'est une chirurgie qui n'est pas très lourde, qui nécessite environ 5 à 6 jours d'hospitalisation et un bon mois de repos avant une reprise progressive de l'activité sportive. Bien. Et justement, dans votre article aussi, vous parlez des pièges vasculaires poplités. Désolée. Donc, est-ce que vous pouvez les définir et quels sont les symptômes qui doivent alerter chez les sportifs atteints de pièges vasculaires poplités? Alors, les pièges vasculaires compliqués, c'est un autre problème hein, qui touche plutôt les coureurs de fond.
les trails, on en voit assez régulièrement. Alors, le piège vasculaire poplité, il y en a de deux types. Ils sont très différents, c'est très important de les distinguer. Il y a les pièges poplités anatomiques. Alors ça, ils sont rares, voire très rares. C'est une anomalie anatomique de trajet de l'artère poplitée qui fait que, vous voyez ici, normalement, l'artère poplitée, vous voyez ma souris, passe au contact de la veine entre les muscles jumeaux. Et puis, certains patients vont avoir le muscle jumeau interne qui, au lieu de s'insérer sur le condyle interne, vient s'insérer entre artère et veine, soit complètement, soit partiellement. On distingue différents types. Vous voyez, mais là, par exemple, dans le type 4, eh ben, c'est le muscle poplité qui s'insère entre artère et veine, ce qui est anormal. Donc, c'est une anomalie anatomique où là, l'artère poplitée va être agressée. Et donc, ça, ce sont des sujets assez jeunes, de 15, 20 ans, 25 ans, souvent des gens de l'armée, parce qu'ils font des marches assez soutenues, qui brutalement vont voir l'artère poplitée être agressée, donc se traduire par un rétrécissement dans le flux, voire se thromboser, une occlusion complète, parfois même envoyer des caillots dans leurs pieds. Et ça, c'est une pathologie qui est grave, qui menace la viabilité de la jambe et qui nécessite une intervention de déroutage du muscle. Il faut arrêter l'agression de l'artère et ensuite parfois réparer l'artère. Il y a des images euh, que je montrais un peu plus haut qui apparaissent ici. Vous voyez une artère poplitée qui a été libérée, où là, elle est dilatée, et quand on l'ouvre, elle est pleine de caillots. Et là, il a fallu la remplacer par un pontage. Voilà, donc ça, c'est une forme anatomique, c'est rare, mais c'est très grave, et il faut absolument la découvrir. Et puis, il y a la grosse majorité des sportifs qui, eux, vont présenter ce qu'on appelle un piège vasculaire poplité fonctionnel. C'est-à-dire que l'artère poplitée, elle, est tout à fait normale. Elle ne présente aucune anomalie mais elle est comprimée lors de l'activité sportive. Alors, je pense que je vais essayer de vous montrer des images de ce piège dans sa forme. Vous voyez ici, donc, par exemple, une IRM, voilà une IRM au repos, on voit parfaitement l'artère poplitée et sa trifurcation artère tibiale et péronnière, qui est tout à fait normale. Et lorsqu'on demande au patient de remonter son pied vers le genou, c'est-à-dire de remonter la plante le dos du pied vers le tibia, ben, brutalement, l'IRM montre que l'artère poplitée est totalement comprimée, elle est presque non circulante. Donc ça, c'est un pied fonctionnel. Il n'y a aucune anomalie anatomique. C'est simplement souvent une hypertrophie des masses musculaires qui vient comprimer l'artère poplitée. Et la caractéristique dans notre expérience, c'est que quand il y a un syndrome de l'artère poplitée piégée, il y a pratiquement toujours un syndrome des loges associé. Donc, le syndrome des loges, on va y revenir, hein, c'est une pathologie qui entraîne une hyperpression dans les loges musculaires. Et alors, ce syndrome des loges, il est soit isolé, soit associé à un piège vasculaire poplité. Alors, dans notre expérience, le traitement isolé du piège, sans traiter le syndrome des loges, est inefficace. La chirurgie du piège poplité isolé ne donne pas de bons résultats. Donc, en général, lorsqu'il y a un piège poplité, soit il est asymptomatique, un certain nombre de gens ont un piège sans aucun symptôme, lorsqu'il est associé des douleurs, et donc là, ça va se traduire par des douleurs qui sont intenses, soit de la loge postérieure au niveau du muscle gastro-œcuménien, soit au niveau de la loge antéro-externe de jambes, soit les deux, et c'est souvent les deux, et c'est souvent les deux jambes en même temps, dans le cadre du syndrome des loges chroniques. Et la caractéristique de cette douleur, c'est qu'elle va survenir d'abord pour des efforts de course, par exemple, assez importants, 40, 45 minutes de course, puis après 30 minutes, puis après, progressivement, plus que 5 minutes. Certains viennent avec des douleurs même à la marche. Et ces douleurs ont comme caractéristique, elles sont très intenses, elles obligent à l'arrêt immédiat de l'effort. Et le signe le plus important qu'il faut essayer de dépister, c'est que la douleur persiste après l'effort. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas beaucoup de douleurs musculaires qui persistent après l'effort. En général, lorsqu'on arrête, la douleur disparaît. Et ben là, lorsqu'on fait un effort assez soutenu et que la douleur apparaît, lorsqu'on arrête, les malades peuvent avoir mal pendant 2 jours après l'effort. Et ça, c'est très caractéristique et c'est caractéristique du syndrome des loges. Alors, pour revenir au piège poplité, s'il est associé à un syndrome des loges,
il faudra alors, et qu'il est invalidant, et que la personne ne veut pas changer son activité, voire euh, augmenter son activité physique, soit parce que c'est son métier, comme certains professeurs de sport, on a opéré des gens qui ont fait les Jeux Olympiques ou qui sont extrêmement investis dans leur carrière. Donc ça, ces gens-là, il faut bien sûr les traiter, mais parfois aussi des militaires, des gendarmes, voire des personnes qui sont extrêmement investies dans le sport parce qu'ils en ont besoin pour leur équilibre psychologique, et ça, c'est assez fréquent. Au total, donc, il faut aller vers un geste opératoire. Voilà, donc ça, c'est un peu l'association que j'établis entre le piège vasculaire poplité fonctionnel, c'est-à-dire sans anomalie anatomique, mais une compression par les masses musculaires, et le syndrome des loges. Très bien, donc vous avez un petit peu répondu aussi à la question suivante concernant justement le syndrome chronique des loges des membres. Spécifiquement par rapport à ça, est-ce qu'il y a des groupes de sportifs? Vous avez mentionné pas mal de profils qui peuvent être touchés par cette pathologie, mais peut-être il y en avait d'autres que vous vouliez traiter. Et si aussi vous pouviez nous parler des risques qu'encourent ces personnes-là et comment peuvent être soulagés à part, bien sûr, le dernier recours, j'ai envie de dire, de la chirurgie dont vous parliez. Alors, donc, comme je vous le disais, le piège vasculaire poplité fonctionnel, s'il n'est pas symptomatique, n'a pas de raison d'être traité. S'il est associé à un syndrome des loges, il faut après appréhender l'investissement du patient dans son activité sportive et la nécessité ou pas d'être traité. Surtout la gravité du syndrome. Si les personnes sont capables de courir trois quarts d'heure, une heure sans avoir mal, c'est une forme mineure en général peut être euh, supportés en réduisant un peu leur activité sportive, voire en changement d'activité sportive. On sait que souvent, le syndrome des loges ne s'exprime pas lors de la pratique du vélo ou de la natation, par exemple. Donc, on peut proposer à des personnes pour lesquelles c'est pas le métier de pouvoir changer de sport ou de réduire un peu leur activité sportive. Lorsque la forme est plus sévère et qu'on perçoit qu'il y a besoin d'aller plus loin, dans ce cas, il faut d'abord affirmer le diagnostic. Et l'affirmation du diagnostic va passer par l'exploration. L'exploration particulière, c'est la prise de pression dans les loges musculaires. Vous voyez, donc là, on a le schéma qui montre l'augmentation de la pression intratisculaire. Il s'établit une sorte de cercle vicieux qui fait que plus la pression augmente dans la loge musculaire, qui est donc enfermée dans une aponévrose, plus ça va entraîner une gêne à la circulation de retour, une ischémie des tissus, un œdème qui lui-même va augmenter la pression et un cercle vicieux va s'établir. Donc, à l'effort, dès que la douleur arrive, il faut s'arrêter. Sinon, on risque la déchirure musculaire, ce qui serait à ce moment-là beaucoup plus embêtant et qui serait beaucoup plus long à réparer. Donc, en fait, on a mis au point depuis de nombreuses années la possibilité de prendre une pression. Il y a un petit appareil qui est fait par le laboratoire Stryker, qui, à mon avis, n'est plus vendu aujourd'hui et qui permettait de prendre une pression isolée dans une loge, la loge postérieure ou la loge antéro-externe, au repos. Et certains demandaient aux patients d'aller courir dans la rue, de revenir, et on leur prenait la pression à l'effort. Alors nous avons développé à l'hôpital Nord une autre technologie qui consiste à mettre des cathéters sous anesthésie locale dans la loge antéro-externe, dans la loge postérieure superficielle et la posture profonde. Vous voyez une coupe ici de la jambe, la loge antéro-externe est ici, la posture profonde est là, la superficielle est là. Donc on met sous anesthésie locale 3 cathéters dans la jambe droite et 3 cathéters dans la jambe gauche. Et ensuite, on va prendre les pressions. Vous voyez, donc les cathéters mis en place. Et une fois que le patient a ses 6 cathéters dans les jambes, eh bien, on va lui demander de faire un certain nombre de mouvements et on va mesurer les pressions en position allongée, le pied remonté, le pied en extension, ou debout, assis, dans les mêmes positions. Et on va ensuite lui demander de courir toujours avec les cathéters. Et on a les valeurs normales des pressions dans les loges dans ces différents mouvements. Si les pressions sont au-delà de ces valeurs normales, il y a un syndrome de loge et on peut déterminer s'il touche quelle jambe et ensuite quelle loge de chaque jambe. Donc là, on a un diagnostic qui est assuré puisque l'augmentation des pressions dans les loges, au-delà d'une certaine valeur, signe le diagnostic des loges. C'est le seul examen diagnostique qui a de la valeur. À ce moment-là, il faut avoir une discussion avec les patients sur leur motivation
le traitement, en général, repose soit sur une modération de l'activité sportive ou un changement d'activité sportive, ce qui est possible, hein, et ce qui est parfois... Mais je dois le dire que dans mon expérience, les sportifs qui arrivent jusqu'à ma consultation, en général, sont très déterminés et en général vont jusqu'à l'intervention parce que pour eux, c'est vraiment une question d'équilibre personnel ou professionnel. Donc à ce moment-là, il faut aller soit vers un geste qui peut être fait par l'injection de Botox dans les loges musculaires, avec un résultat qui est mitigé dans la littérature, souvent à court terme, et qu'il faut souvent reproduire plusieurs fois pour essayer de maintenir une activité dans le temps, ou alors aller vers une intervention chirurgicale qui, elle, est plus importante, mais qui est définitive. Alors, il faut que j'insiste sur le fait que le syndrome des loges touche la jambe, mais touche aussi l'avant-bras. Hein. Il faut savoir que les avant-bras peuvent être touchés, et c'est particulièrement le cas pour les activités sportives telles que les motocyclistes, hein, en particulier ceux qui font de la course sur circuit, qui sont obligés de s'arrêter, de perdre les courses, avec des crampes au niveau des avant-bras qui sont très invalidantes et très douloureuses et qui persistent le lendemain et le surlendemain. Ou alors ceux qui font de la varap, certains tennisman. Il y a aussi des activités professionnelles comme les paysagistes. Enfin, toutes les gens qui utilisent beaucoup leur avant-bras peuvent être touchés par cette infection. Et là aussi, on met des cathéters dans les 3 loges de l'avant-bras, loge des fléchisseurs superficiels, fléchisseurs profonds, loge des extenseurs. On prend les pressions avec un certain nombre d'activités de flexion, d'extension de l'avant-bras en supination, en pronation. On fait une activité aussi d'effort pendant plusieurs minutes. Et là, on prend les pressions et selon les valeurs qu'on obtient, on peut déterminer le syndrome des loges par une augmentation significative des pressions. À ce moment-là, l'intervention, c'est si le patient le souhaite et elle va consister en une chirurgie qui va viser l'ouverture des aponévroses. Et ici, c'est un schéma qui montre l'ensemble des pièges vasculaires dans le tableau de la compression poplitée. Hein. Une compression vasculaire poplitée peut être liée à une hypertrophie du muscle plantaire grêle, vous voyez ici. Ça peut être aussi certaines fibroses qui peuvent se faire. Ça peut être lié à l'arcade du solaire. Il y a plusieurs causes qui peuvent entraîner un syndrome de compression poplitée. Et lorsqu'on arrive au geste opératoire sur le syndrome des loges, une fois qu'il a été exploré, on va être amené à... je vois. Donc elles sont là, vous voyez, donc ça va consister à la face interne de la jambe, à faire 2 incisions à la face interne de jambe. Vous voyez ici, donc, et on va faire ce qu'on appelle une aponévrectomie, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a simplement incisé l'aponévrose pour libérer le muscle de sa loge, mais on s'est rendu compte que c'était une intervention qui récidivait. Si on incise simplement l'aponévrose, souvent elle a tendance à se refermer avec le temps. Alors qu'en fait, il faut retirer une bandelette sur environ 1 cm de large le long de la loge postérieure. Et à ce moment-là, on arrive à éviter toute récidive dans la loge postérieure et dans la loge antéro-externe. L'intervention consiste souvent à retirer aussi le plantaire grêle et à ouvrir l'anneau du solaire. Il y avait une vue un peu plus de l'anneau du solaire. C'est un anneau qui est dans la jambe et et qui est ici, là, vous voyez. C'est une ouverture ici de l'anneau. C'est un anneau d'insertion du muscle solaire qui a tendance parfois à comprimer la veine poplitée et qu'il faut ouvrir pour décomprimer. Vous voyez ici une phlébographie où on voit les veines qui sont parfaitement comprimées de chaque côté par cet anneau et qui, normalement, sont traités au moment de cette intervention. Donc l'opération pour le syndrome des loges de jambes va consister en une aponévrectomie, c'est-à-dire le retrait d'une bandelette d'aponévrose sur la loge postérieure, tout le long de la jambe, par 2 incisions que vous avez vues précédemment, ouverture de l'anneau du solaire comme c'est noté ici, résection du muscle plantaire grêle, et on enlève aussi une bandelette d'aponévrose au niveau de la loge antéro-externe, donc qui est la 3e loge que je voulais vous montrer. Voilà, ici c'est la loge antéro-externe, où on enlève aussi une bandelette. Ici, dans la loge antéro-externe, il y a 2 loges, la loge du jambier antérieur, la loge des péronniers. Il faut retirer une bandelette dans ces 2 loges. Voilà, c'est une chirurgie qui nécessite environ 3 jours d'hospitalisation et ensuite 1 mois de repos strict à la maison,
avec une contraction élastique et des pansements. Au bout de ce mois, si la cicatrisation est obtenue, les patients reprennent l'activité sportive progressivement sur 2 mois. Donc, ce qui veut dire qu'entre l'opération et la reprise complète du sport, il y a 3 mois. Un rapide coup d'œil sur la même technique au niveau des avant-bras, au niveau de la face interne de l'avant-bras et de la face externe pour traiter les muscles fléchisseurs, les muscles extenseurs. Il y a une pathologie sur l'avant-bras qui est liée à la compression de l'artère cubitale, qui est un peu l'équivalent de l'artère poplitée pour la jambe, qui là aussi doit être traitée. Merci pour tous ces détails. Et puis, est-ce qu'il y aurait également d'autres syndromes qui peuvent toucher les sportifs selon l'intensité de leur pratique? Alors, sur le plan vasculaire, il y a un autre syndrome qu'il faut connaître, hein, et que nous, on a régulièrement à traiter, qui est le syndrome du défilé thoraco-brachial, hein. Ce syndrome, c'est donc la compression du paquet vasculo-nerveux, des vaisseaux et des nerfs entre le thorax et le bras. Là, il y a une zone qui est une zone de passage entre les muscles scalènes, et cette zone de passage a pour conséquence parfois d'être compressive, et cette compression peut s'exercer dans la partie antérieure de ce passage. C'est à ce moment-là la veine axillaire qui est touchée. Ça va entraîner une douleur dans certains efforts, voire un œdème du bras à l'effort, et ça peut aller jusqu'à la phlébite, c'est-à-dire l'occlusion de la veine axillaire avec la possibilité d'une embolie pulmonaire. C'est des formes graves, mais c'est des formes qu'on voit assez régulièrement. Donc des gens, par exemple, des haltérophiles ou des gens, des tennisman qui utilisent beaucoup leur avant-bras, ou alors des efforts comme des déménageurs qui peuvent parfois se retrouver à la fin de la journée avec un bras qui a augmenté de volume, qui devient bleu et qui est lié à une phlébite du membre supérieur avec un œdème majeur. Alors après, il y a la partie postérieure qui peut être touchée. À ce moment-là, c'est le compartiment artériel et nerveux. Et ce sont des gens qui vont présenter des fourmis dans les mains, des douleurs à l'effort. Alors ça peut être parfois des dames qui font le ménage et qui peuvent avoir du mal à mobiliser leurs membres supérieurs. Ça peut être des activités manuelles de toutes sortes, et voire des gens qui dorment sur le ventre. Et on se rend compte que le fait de maintenir ses bras en hyperextension la nuit peut entraîner aussi une compression au niveau des zones axillaires. Voilà, et ça va donner des fourmis, ça va réveiller, ça peut être très invalidant, et il peut y avoir des formes aussi plus graves avec des anévrismes artériels qui sont liés à cette compression. Donc ça, c'est une pathologie qui touche, s'il vous plaît, si vous voulez, euh, soit le sportif de haut niveau, soit le travailleur manuel, qui peut entraîner des complications aussi importantes. Là encore, il faut savoir jauger de l'importance du syndrome. Est-ce qu'on peut changer d'activité, moduler son activité pour la rendre moins prégnante? Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, il y a là encore peu d'alternatives à l'intervention chirurgicale qui va consister à retirer la première côte. En retirant la première côte, on ouvre complètement l'espace de passage entre le thorax et le bras du paquet vasculo-nerveux, et à ce moment-là, il n'y a plus aucune compression possible, et c'est une chirurgie qui nécessite 2 à 3 jours à l'hôpital, une quinzaine de jours, 3 semaines de récupération, et ensuite on peut retrouver ses activités physiques avec la disparition complètement de ses symptômes. Très bien. Merci beaucoup. Et donc maintenant, passons peut-être à une question qui est plus pour vos confrères. Quels sont vos meilleurs conseils à vos confrères pour une meilleure prise en charge de ces pathologies? Enfin, c'est délicat de donner des conseils, mais simplement de dire que bon, bah, il faut être attentif à cette symptomatologie du sportif. Alors, il faut essayer de distinguer ce qui est vraiment lié à l'activité sportive, c'est-à-dire au niveau, et après, il faut essayer bien sûr de comprendre si c'est absolument nécessaire. Parfois, je vois des personnes de 65, 70 ans venir me voir parce qu'ils veulent maintenir une activité. Bon, là, il faut essayer de faire comprendre que bon, une intervention paraît excessive, qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire du sport à un tel niveau, et qu'il faut peut-être moduler son activité, voire passer à un sport moins exigeant. Mais et ensuite, il faut surtout ne pas passer à côté des symptômes. Cette pathologie vasculaire du sportif, elle est assez mal connue, et on voit souvent arriver des patients avec un errement diagnostic d'1 an, 2 ans, 3 ans, venir avec des sacs pleins d'examens, des IRM, des scanners, parce que ben, on a cherché beaucoup de choses, mais on n'est pas
envisagé le syndrome des loges, on n'a pas envisagé l'endofibrose. Donc, il faut essayer d'orienter assez vite vers un médecin du sport. Et puis ensuite, si le tableau est vraiment sévère et que la motivation est là, aller vers des explorations plus spécifiques et pour discuter d'un traitement plus important. Merci pour toutes ces informations qui sont disponibles, comme on le voit sur l'écran, sur votre article qui apparaît dans le MC Technique chirurgicale, chirurgie vasculaire, et disponible également depuis les plateformes Clinical Key et Clinical Key Now d'Elsevier. Vous étiez également membre du comité scientifique du traité EMC Technique chirurgicale, chirurgie vasculaire. En quelques mots, pourquoi vous recommanderiez ce traité EMC à vos confrères? Le traité de MC, c'est un traité qui nous a guidés pendant toute notre carrière, hein. C'est vraiment une remise à jour, permanente, et j'en ai été témoin, hein. Chaque année, nos réunions nous ont entraînés vers le remplacement des articles qui avaient plus de 5 ans pour essayer de les remettre à jour, de rester au fait des technologies les plus récentes. Et je pense que pour un praticien, c'est essentiel d'avoir ces réévaluations permanentes, cette mise à jour permanente des techniques, afin de mieux comprendre les évolutions des traitements, les complications qui apparaissent et qui sont répertoriées. Et donc, c'est essentiel. L'encyclopédie médico-chirurgicale a été majeure lorsqu'on on s'est formé comme interne, ensuite lorsqu'on a été assistant, mais après, on se rend bien compte qu'elle est vraiment aussi très utile pour l'activité quotidienne des praticiens qui veulent se tenir informés des technologies et de l'évolution des techniques dans le temps. Parfait. Merci beaucoup, professeur Halimi, pour votre intervention et pour toutes ces informations très précieuses et pour votre temps, bien sûr. Et on vous donne rendez-vous à nos spectateurs pour une prochaine vidéo dans le cadre des JO 2024. Merci beaucoup.